donc là, donc on va parler d'un personnage détestable, comme vous l'aurez entendu, mais ça, vous ne le sentez pas du tout au niveau de la pièce, puisqu'en fait, vous vous trouvez face à un homme avec pleine certitude, mais pleine faille au final, malgré son allure très raide, très planté dans ses convictions. Et puis aussi un homme qui a révolutionné un peu quelque part le regard que l'on pouvait avoir sur ce qu'était la vie en vrai, puisque après lui, il a été décidé que la mort était en fait quand le cerveau s'arrêtait, non plus quand le cœur s'arrêtait de battre. Donc ça a été absolument une révolution. Et puis on a un autre personnage, parce que à deux c'est mieux, et donc c'est ce cher monsieur qui, lui, joue le rôle du père. Et en fait, on a deux hommes qui ont le même sujet, le même point d'accroche, c'est le cœur. L'un le considérant comme un simple muscle, une peau, et l'autre le considérant comme le siège de tous les sentiments, de l'âme humaine. Inutile de vous dire que ça va faire des étincelles, et ça ne manque pas. Alors, parlez-nous un peu de ce charmant jeune homme. Vous avez présenté déjà Bérengère, peut-être que vous le vivez. Le personnage dont on parle, c'est donc Christian Barnard, qui était chirurgien cardiaque et qui a réalisé la première greffe cardiaque au Cap, en Afrique du Sud, en décembre 1967. Et donc, quand la pièce commence, on est 18 jours après cette première greffe, et le premier greffé du cœur, Louis Wachkowski, vient de décéder. Et donc, se pose la question de la poursuite ou pas de l'aventure de la greffe cardiaque, sachant que c'était interdit dans quasiment tous les pays du monde, et qu'il a profité d'un vide juridique en Afrique du Sud pour pouvoir le faire là-bas. Mais effectivement, comme le disait Bérengère Dautun, il a volé la technique à un Américain qui s'appelait Norman Shumway, qui était américain, qui a inventé cette technique, et il se connaissait avec Cabrol également de séminaire en séminaire, et voilà, il se trouve qu'il ne pouvait pas le faire en France, il ne pouvait pas le faire aux États-Unis. Lui a appris la technique, il a acheté la machine qu'il a appris à monter et démonter, et il a été le premier à la réaliser en Afrique du Sud. Et donc c'est lui qui est devenu une star planétaire, puisqu'il a été le premier à le faire. Et au début de la pièce, se pose la question de savoir s'il va y avoir ou pas la deuxième opération qu'il est en train de préparer. Et débarque dans son bureau à ce moment-là son père, Adam Barnard, qui était pasteur protestant, un pasteur rigoriste, un pasteur de brousse, puisqu'ils ont vécu vraiment dans la brousse. Et voilà, c'est le point de départ de la pièce. Pourquoi vient-il précisément ce jour-là? Et bon voilà, venez voir la pièce. Alors, on parle de ce pasteur? Oui, on parle de ce pasteur, parce que il amène... alors, c'est une pièce assez intéressante. Moi, j'avais 15 ans au moment de la greffe de 1967, donc j'en ai un souvenir encore très présent, d'autant plus que j'animais à l'époque ce que j'avais appelé le club d'actualité dans mon collège, et toutes les semaines, on se réunissait avec des coupures de journaux pour débattre des sujets d'actualité, et ça avait été le grand événement de l'année 1967, et des semaines qui ont suivi, parce qu'il y a eu un débat considérable qu'on retrouve dans la pièce, sur la quête de l'immortalité, enfin toutes les questions que cette grève du cœur posait. Et il y avait aussi un débat qu'on retrouve dans la pièce entre les conceptions religieuses et les conceptions scientifiques par rapport à l'immortalité, des choses comme ça. Et puis la confrontation entre le père, pasteur, rigoriste, effectivement d'un milieu extrêmement pauvre, il vivait très très loin de la capitale, c'était une famille nombreuse avec très peu de moyens. Et ce qui est fort dans la pièce, au-delà de tout l'événement historique considérable, parce que je pense qu'un certain nombre d'entre nous ici se souviennent de cette histoire, puisque j'ai vu qu'il y avait quelques personnes de ma génération. Quelques têtes jaunes, c'est ça? Mais enfin, pour les plus jeunes, il faut bien se rendre compte que ça a été un événement aussi considérable du point de vue médiatique que quand les hommes ont marché sur la Lune, à l'époque. Vraiment. Et donc, la confrontation entre Barnard et son père, le pasteur, ça mène aussi la dimension humaine, toute la chair humaine autour de cette histoire, parce que le père et le fils ne s'entendent pas, ils sont en conflit, mais profondément ils s'aiment. Ils s'aiment et ils ont énormément de mal à se le dire.
Et le fait qu'ils soient assez opposés sur leur conception de l'immortalité, de la religion, de la science, etc., fait qu'ils n'arrivent pas à se le dire. Et c'est aussi l'histoire de cette pièce, et c'est aussi pour ça qu'elle est assez touchante, je pense, pour ceux qui l'ont vue. C'est que c'est ce combat pour essayer de recréer la relation qu'ils ont pu avoir quand Barnard était enfant et que son père avait une énorme influence sur lui à l'époque. C'est ça qui est très impressionnant. C'est justement aussi le cheminement de ce petit enfant qui allait aux offices, qui était vraiment très, très, très investi justement dans le rôle que jouait son père en tant que pasteur sur toute l'humanité qui entourait et qui venait aux offices. Et puis on voit qu'à un moment donné, ça déraille. Et en fait, on a l'explication dans la pièce, donc on va pas dévoyer cela, mais c'est vrai que le côté, la profonde humanité, et vraiment ce conflit entre cet homme de foi, parce que c'est le démarrage là-dedans, et puis cet homme de science, c'est vraiment magistralement interprété, et ça touche au plus profond. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a un côté un peu voilà, très suffisant, et au fil de la pièce, on découvre justement ses failles, et surtout cette façon de s'être coupé de tout ce qui relevait de l'humain et de l'humanité de façon absolument incroyable. Or, c'est malade. Parce que c'est vraiment quelque chose... Alors, pour ceux qui viennent régulièrement, et vous, je sais que on avait déjà présenté une pièce de cet auteur, qui est Monsieur Cohen, Claude Cohen. Il a écrit Qui es-tu, Fritz Haber? C'était Xavier Lemaire et Isabelle Andréani qui avaient défendu cette pièce. Donc c'est de nouveau un scientifique qui écrit, et je trouve que vraiment on s'y retrouve. On va parler également des décors, de la scénographie, parce que ça joue un rôle très important et ça donne des clés de compréhension à la fois de l'endroit où on se trouve, ce sur quoi s'est bâti en fait ce professeur. Dites-nous-en un peu plus. Je t'en prie, Marc. Voilà. Alors, en fait, l'auteur, Claude Cohen, que vous venez d'évoquer, est médecin anesthésiste, réanimateur dans une très grande clinique dans la région de Toulouse. Donc, il savait de quoi il parlait en écrivant cette pièce. Et quand il a discuté avec le metteur en scène de la conception, du décor, etc., il lui a envoyé des photos qu'il avait trouvées du bureau du professeur Barnard. Et en fait, il y a eu une volonté de la scénographe de reconstituer un peu l'atmosphère de ce bureau où s'empilent des tonnes de paperasses, de documents, de livres. Il y a une compilation véritablement invraisemblable dans un bureau qu'on aurait pu penser beaucoup plus rangé, beaucoup plus rangé, plus aseptisé, dirons-nous. Là. Alors, ce sentiment, on est bien dans ce bureau-là? Ah oui, c'est surtout un espace de travail en fait. Oui, oui. Mais effectivement, à un moment donné, vous parliez du fait qu'il néglige complètement les êtres humains qui serait censé aimer mais qu'il ne voit plus du tout. Et son père lui en fait la remarque à un moment donné, il lui dit mais j'ai un service rempli de malades, énormément de malades, et c'est surtout ça qui l'intéresse en fait. Oui. Et puis il faut dire aussi, pour sa défense un petit peu, qu'il était un peu pressé aussi parce qu'il avait une polyarthrite, et quelques années après, il n'a plus pu opérer. Donc c'était un homme pressé aussi, parce qu'il savait déjà à ce moment-là qu'il allait ne plus pouvoir opérer quelques années après. Donc il était pressé. D'accord. Voilà, alors on a la chance ce soir d'avoir quand même deux grands comédiens, parce que vous avez un parcours l'un et l'autre. Alors Marc Bonnet, vous êtes comédien, vous avez fait également de la mise en scène, vous avez adapté aussi certains textes. Oui, tout à fait. J'ai adapté plusieurs romans pour le théâtre. Le dernier en date était un roman de Jean Telet qui s'appelait Les lois de la gravité, qu'on a beaucoup joué.
Et puis j'ai fait aussi plusieurs mises en scène. Et puis en dehors des activités théâtrales, je joue au cinéma, à la télévision, je fais beaucoup de ce qu'on appelle de voix pour des documentaires, pour des choses Voilà, comme ça. donc vous avez forcément entendu sa voix. Puis alors vous, Bruno, alors là c'est l'homme que je suis en fait, parce que Le déni d'Anna, 7 morts sur ordonnance, L'Idiot, toutes ces pièces-là, on en a parlé ici, et vous en étiez. Donc voilà, on vous suit à la trace en fait. Écoutez, Et puis alors le nombre de films, de téléfilms, c'est assez incroyable, et puis de pièces de théâtre, bien sûr. j'ai beaucoup de chance, oui, effectivement. Voilà, je travaille beaucoup et ce que j'aime moi dans notre métier, c'est la possibilité de passer sans arrêt, quand on le peut, d'un média à un autre, enfin voilà, du cinéma au théâtre, puis à la radio. Je fais aussi régulièrement des fictions pour France Culture ou France Inter, du doublage, et ça, parce qu'à chaque fois ça se nourrit l'un l'autre, et voilà. C'est vraiment parfait. Donc on va passer un petit teaser. Vas-y. Comme ça va présenter un peu, camper le décor. Vas-y. L'annonce ce matin de la mort de mon patient va me permettre de compter mes vrais amis. Toi aussi, c'est ça que tu voir. Hein, que c'est parfaitement tout ce que tu as pu dire à mon sujet. Ça doit bien te réjouir aujourd'hui de constater ma déchéance. Le père ne peut se réjouir que la chute d'un de ses enfants. Tu l'as pourtant fait tes vœux dans tes sermons. Moi aussi, bien de la presse. Oh. Si tu crois que ce qui est écrit sur la piste, Ce que fait le cœur, une pompe le fait. J'aspire le sang, je le refoule. J'aspire le sang, je le refoule. Le principe est le même que la vieille pompe au fond du jardin. tu n'enlèveras pas l'idée qu'il y a dans le cœur quelque chose d'indéfinissable, de profond, et qu'il concentre tout le mystère de l'amour. Le mystère de l'amour. C'est une invention judéo-chrétienne, ça. La souffrance plaît à Dieu, c'est ça? C'est insupportable d'entendre de telles sortes. Mais Dieu ne se réjouit pas de la souffrance, mais il aide à la supporter. Je la vois tous les jours, cette souffrance. Et dans cet hôpital, la morphine est bien plus apaisante que toutes les prières du monde. Et si M. Calvaire continue de faire ses greffes, je t'enterrerai pour responsable. Non mais, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Cet homme a placé toute sa confiance en moi, pas en toi. Tu es là pour l'accompagner, tu ne peux pas le lui refuser. Faut remettre à Dieu, c'est attendre la mort, je m'y refuse. Tu veux savoir quelle est la différence entre la vie et la mort? Elle n'est que de 21 pas, oui, 21 pas. Il m'a fallu 21 pas pour aller de la table d'opération de Denis Tarval, qui prêtait son cœur à celle de Louis Lachmansky. 21 pas pour donner la vie. Et tu te comptes pour Dieu? Dieu forma le corps de l'homme du limon de la terre, il le créa à son image. Si Dieu nous avait créé à son image, nous devrions être parfaits. C'est vrai, Christ, tu ne l'es pas. Pas non plus. Voilà, donc un petit extrait que vous donnez